Merci Automobile. Votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique sur TV Sud chaque semaine, le mardi soir bien évidemment, le rendez-vous du début de soirée pour revenir bien sûr les enseignements de cette 16e journée du championnat de France de Ligue 2 et ce match nul concédé aux Castières par le Nîmes Olympique face au Dijon Football Côte d'Or. Nîmes Olympique pour la première fois relégable depuis le début de la saison. On reviendra sur les enseignements de ce match aux côtés de nos consultants et puis de nos invités de ce soir. Il représente bien le football africain au sein même du Nîmes Olympique. Il s'agit de Komlan Ameou. Bonsoir Komlan. Bonsoir à tous. Et puis de Maurice Alaola Ogunbi. Bonsoir Maurice. Bonsoir à tous. Merci d'être présents messieurs. Heureux de vous retrouver sur ce plateau face à nos consultants. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Martinez. Salut Olivier. À toutes et à tous. Allez, sans plus tarder, de suite, la séquence préférée d'Olivier Martinez, c'est la photo mystère. On va plonger dans l'histoire du Nîmes Olympique pour peut-être redécouvrir l'identité de ce joueur. Je vois déjà Patrick acquiescer et faire une signe de tête. Apparemment, je pense que Patrick a déjà la réponse sur cette internationale. International bien du continent africain. Il fallait qu'on soit un petit peu dans le vrai par rapport à l'histoire de l'émission. Et c'est un international j'aide nos téléspectateurs qui a à la fois porté le maillot du Nîmes Olympique mais aussi le maillot de Guingamp. C'est un petit clin d'œil à Mouri qui lui aussi a officié sous les couleurs de Guingamp. Réfléchissez bien, réponse en fin d'émission. Puisqu'on parlait de l'histoire du Nîmes Olympique, sans plus tarder quelques images de cette fresque illuminé qui a repris, Patrick, on peut le dire comme ça, quelques grands pans d'histoire du Nîmes Olympique depuis la fondation en 1937. Les présidents, les joueurs, les entraîneurs historiques, là on redécouvre René Girard, version moustache lorsqu'il portait le maillot de Nîmes Olympique. Éric Cantona, bien évidemment, joueur du Nîmes Olympique, tout comme Laurent Blanc, quelques grands noms du football français qui ont marqué l'histoire de ce club qui s'arrête donc en 2013. Et puis Patrick Champ qui vous montre bien les joueurs, jeune, et notamment parmi les entraîneurs du Nîmes Olympique. Et regardez bien, il y a Patrick Champ, on va le redécouvrir. Bien évidemment, comment ne pas parler de Kader Firoud, en tout cas, bien sûr Jean-Pierre Adams, l'un des grands noms du Nîmes Olympique, Bernard Boissier. Et Luigi Landi, gardienne de but mythique. Là encore, on se rend compte finalement, Patrick, que tout est bien évidemment améliorable. On ne fait jamais la perfection, il y a peut-être des choses qui ont été mises en avant, d'autres qui ont été oubliées, mais en tout cas, il fallait qu'une telle frise apparaisse au sein même du Stade des Castières. Oui, effectivement, il n'y a eu que des reportages, il y a eu des livres qui ont été écrits sur le Nîmes Olympique, mais c'est la première fois qu'il y a une fresque, moi j'appelle ça une belle fresque, et qui, c'est vrai que ça donne une image extraordinaire du club. Je crois que ça manquait, parce qu'au moins les gens, quand ils passeront pour aller boire un coup, ils se souviendront que certains joueurs ont évolué à Nîmes Olympique, et souvent il y en a qui ne s'en rappellent pas, parce que selon l'âge qu'ils ont actuellement, il y a certains joueurs qui ne le reconnaissent pas. 76 ans d'histoire déjà pour le Nîmes Olympique depuis la fondation en 1937. On vous propose d'écouter d'ailleurs quelques personnes présentes lors de l'inauguration de cette fresque. C'était quelques minutes avant le coup d'envoi vendredi soir au Stade des Castières. C'était une aventure parce qu'on est parti avec très peu de photos. Donc on a fait une démarche chronologique et ensuite s'est imposé, j'ai envie de dire, par décennie, de voir un peu les temps forts. Alors on a beaucoup discuté aussi avec le club pour savoir, pour faire des choix. Ça a été extrêmement compliqué, comme vous pouvez vous en douter, notamment dans des années très chargées comme les années 50, 60, 70. Il y a certains joueurs, on a eu beaucoup de mal à trouver des photos. Soit après ça a été des choix par des grands moments, les épopées dans les Coupes de France, bien entendu. Et puis retourner même jusqu'au Sporting Club de Nîmes. Donc c'était une plongée dans l'histoire qui était fabuleuse, quoi. Ça rappelle vraiment des souvenirs fabuleux. Il y a beaucoup même de joueurs qu'on avait oubliés. Ça fait plaisir de les retrouver, de les revoir là. Quelques pans d'histoire pour permettre notamment Olivier de réapprendre les grands noms du Nîmes Olympique. C'est un joli geste.
Il fallait le faire, tous les grands clubs l'ont. Je ne prétends pas que nous sommes un grand club, mais c'est vrai que c'est intéressant pour la mémoire des anciens surtout. Et comme l'a dit Patrick, sur les jeunes qui arrivent, qui ont entre 10, 20, 30 ans, qui malheureusement n'ont pas connu cette grande époque, ça fait plaisir de se souvenir qu'on a été aussi un très grand club à l'époque. Patrick. Puis le joueur, il est dans la fresque là, qu'il faut chercher aujourd'hui, Olivier, donc on va voir si tu es bon. C'est un photo mystère. Allez, cherchez bien. Joueur nîmois et Guingampé également. Il a porté les deux maillots. Ouais, tout à fait. On va se plonger dans la préparation de ce match de la 16e journée avec bien un contexte particulier, messieurs. C'est vrai que Nîmes est à la recherche d'une victoire depuis maintenant un petit peu plus d'1 mois, notamment à domicile. C'est vrai que depuis le très très beau match et cette belle victoire début octobre face à Caen, eh bien, les Crocos ont perdu un petit peu de leur superbe dans le jeu, qui se sont progressivement enfoncés au classement, qu'il y a eu des défaites et puis des matchs nuls. En tout cas, un manque de points flagrants depuis le déplacement à Lens. On voit ici le groupe dijonnais emmené par Olivier Dalloglio et puis le 11 composé par le coach dijonnais qui connaît bien lui aussi le Nîmes Olympique. Une équipe, Olivier, on le voit sur la composition, avec le capitaine Samuel Souprayen, il y a quelques noms qu'on connaît bien, Philippe Otto qui nous a fait mal en Coupe de France, Moulumba, Koné, Baradji lui aussi. C'est une équipe qui déjà cette année, en 2013, au mois d'avril, alors que Nîmes était en phase peut-être de s'envoler vers les sommets de la Ligue 2, nous avait mis déjà un coup d'arrêt dans le temps additionnel de la partie. Ouais, c'est une équipe qui jouait avec beaucoup d'expérience. C'est pas une équipe très spectaculaire, hein, il faut quand même le dire. Si on n'a pas vu un grand match aussi vendredi, c'est parce que face à nous, cette équipe n'est pas très joueuse. Par contre, elle est très 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 bien organisée, très bien structurée. Je dirais même qu'elle avait on va dire un 4-5-1 avec ce Baradji qui jouait en sentinelle et 4 milieux un milieu très dense et une seule pointe devant. Et il n'y avait pas beaucoup d'espace, très très peu d'espace pour les joueurs, ce qui fait qu'à part jouer dans le dos ou allongé, on avait beaucoup de mal à trouver des espaces. Et c'est vrai que cette équipe, elle nous avait déjà posé des difficultés lors de cette première rencontre dont vous rappelez les faits, la date. Et ça a été pareil au Costières, même si les Nîmois, il faut quand même le dire, ont très très bien réagi en seconde période. Ouais. L'échauffement du Nîmes Olympique, on le voit ici avec Abdelhakim Omrani, la nouvelle recrue qui est venue en octobre, c'est un essai qui, on le rappelle, a signé un contrat professionnel qui, on va le voir, va être titularisé comme ça avait été déjà le cas la semaine précédente face à Istres dans le couloir gauche en lieu et place de Ousmane Sissoko qui était lui dans le couloir droit, Riyad Nouri étant repositionné dans ce rôle de 9,5 derrière Samir Benmeziane la pointe. Nenad Kovacevic était sur le banc au même titre que vous, Mouri, vous étiez également remplaçant pour cette partie. Sissane, Boubi, puis on a inversé les latéraux, Cordova est passé sur le côté gauche et Parpex a retrouvé le côté droit où vous l'avez plutôt brillé lors des derniers matchs, Patrick. Victor Zvenka, Patrick, qui avait demandé à ses joueurs, et notamment à Riyad Nouri, d'effectuer un pressing très très haut pour gêner considérablement la défense dijonnaise. Oui, disons qu'en première mi-temps, on ne l'a pas très bien fait parce que je pense que l'équipe était crispée. D'abord, quand on est sur 4 défaites d'affilée, devant son public, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit un joueur expérimenté ou un jeune joueur, on ne se lâche pas. Je crois que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante et c'est vrai que ça a pressé beaucoup plus haut et on a eu quand même, on a dominé cette équipe dijonnaise. On aurait dû gagner. Malheureusement, Nouri a été très maladroit à la fin, mais bon. On ne peut pas accabler un joueur sur une faute comme ça, mais c'est vrai que ça aurait permis de donner un grand bol d'oxygène au Nîmes Olympique qui en a bien besoin actuellement. Retour sur cette partie et ce match nul concédé face à Dijon, tout de suite. Comment le Nîmes Olympique a-t-il fait pour ne pas remporter la victoire vendredi soir au Costières face à Dijon ? Nous sommes à la fin du temps additionnel. Riyad Nouri, qui vient d'éliminer le gardien bourguignon, a fait le plus dur, mais sa frappe rate le cadre de façon incompréhensible. Une faute professionnelle aux yeux de certains et un partage des points qui ne fait pas l'affaire des Nîmois. Bon, c'est sûr que cette action de la 92e nous met en grosse difficulté. En grosse difficulté, nous met en situation de relégable. Donc maintenant, il va falloir continuer à rester sur cet élan-là. Ce qui est dommageable dans un match comme ça, c'est la dépense que mes joueurs ont pu faire. Et puis derrière, il n'y a pas cette récompense des 3 points. Parce que, comme je le répète,
En face, il n'y avait que dalle. Il y avait que dalle. Bon, une équipe qui joue bien au ballon, d'accord, mais ils n'ont pas une occasion de but. Face à des tribunes progressivement désertées et dans une ambiance hostile, les Nîmois tentaient de poser leur jeu face à des Dijonais ne montrant que peu de qualité. Imposant un jeu long pour mettre en difficulté la défense dijonnaise, les Crocos ne connaissaient pas de grande frayeur, si ce n'est à la demi-heure de jeu, sur ce coup franc de Mollet, trouvant la tête de Diallo, et qui aurait pu avoir une meilleure conclusion suite à la sortie ratée de Cyril Merville. 3 minutes avant la pause, ce sont finalement les footballeurs gardois qui trouvaient la faille, une fois encore sur coup de pied arrêté. Sur le premier corner en leur faveur, Abdelhakim Omrani servait idéalement Ousmane Sissoko qui trompait la vigilance de Lecomte sur une reprise de l'intérieur du pied gauche. Un but qui faisait du bien à la mi-temps. Après une bonne entame en seconde période, le jeu basculait à nouveau dans l'imprécision de ballons mal ressortis, notamment dans le couloir gauche. Des Nîmois pourtant inspirés en attaque, manquant de peu la balle de break à plusieurs reprises. Un pressing haut qui aurait dû s'avérer payant si un ballon bêtement perdu et curieusement arbitré n'avait pas été récupéré par Koné, l'attaquant ivoirien transmettant parfaitement celui-ci entre les pieds de Baradji qui mystifiait la défense nîmoise et obtenait l'égalisation. Effectivement, donc on est réaliste. À ce moment, on est assez réaliste. Donc, je ne vais pas trop m'en plaindre parce que si on voit le nombre de tirs cadrés ce soir, effectivement, donc on a un bon pourcentage, on va dire. Un partout, le score allait en rester là, le match s'achevant sous la bronca d'un public dépité. Le prochain déplacement à Brest, puis la réception d'Angers avant la trêve de Noël, seront loin d'être des parcours de santé. Voilà en ce qui concerne ce match nul, ce partage des points entre les deux équipes et Patrick Olivier Dalloglio qui était plutôt satisfait de celui-ci car s'il y avait eu à la fin un but en faveur du Nîmes Olympique avec cette balle de Nouri, la défaite n'aurait pas été contestée. Je crois que là, ils ont eu une réussite maximale. C'est la seule fois où ils peuvent armer et frapper. On n'a pas pu les contrer sur une faute d'arbitrage au départ, puisque le ballon était pour les Nîmois. Je crois qu'il s'en sort bien. D'abord, il a reconnu. C'est vrai qu'ils ont été dominés. Et après, ils ont été, disons, efficaces. Ils ont su être efficaces. Ils ont marqué le but quand il fallait. Et nous, malheureusement, on est resté toujours, même s'il y a eu quand même beaucoup de mieux en deuxième période, on n'arrive plus à gagner des matchs. Je le disais, dans le sujet ambiance hostile et défavorable, on ne l'a pas vu, on voyait la banderole de dos avec cette inscription au menu ce soir, filet de croco avec ses navets à la moutarde de Dijon. Les supporters de la tribune sud ont voulu faire passer un message sur une espèce de désaffection, en tout cas de message à adresser à l'ensemble du club. On espère bien évidemment que les résultats vont revenir, histoire d'inverser la tendance. Allez, l'ouverture du score, c'était à la 42e minute. On va redécouvrir ces images. Avec, comme là, on se rend compte, c'est que Nîmes, depuis quelques matchs, fonctionne bien sur coup de pied arrêté, but sur corner, but sur coup franc. Et là, Omrani a encore une fois adressé une balle idéale pour Ousmane. Ouais, parce que déjà parce qu'on travaille ça et on le fait tout le temps là, à l'entraînement. Donc voilà, et dans le match, ça paye. Donc il faut qu'on essaie de continuer à travailler sur ça. Mais c'est pas que ça. Il faut qu'on joue on joue des matchs, on soit à fond dans les matchs parce que tout le temps on encaisse des buts et qu'on entend des buts bizarres. Par exemple, le but qu'il a marqué, et on peut dire qu'il a eu la chance parce que la manière dont il a tiré le ballon et que lui aussi il a rattrapé le ballon et franchement on peut dire qu'il a eu un peu de chance parce que si tu vois le but qu'il a marqué, les supporters qui sont sur les tribunes, ils vont se dire qu'il ne peut pas marquer, mais c'est comme c'est un but difficile. Donc on ne peut pas attendre ça jusqu'à... on ne peut pas attendre les choses comme ça avant de marquer des buts comme ça. Il faut qu'on marque le plus tôt possible. Parce que l'essentiel, aujourd'hui, il faut qu'on monte au niveau de classement. Parce que là où on est aujourd'hui, c'était difficile pour nous, vu l'année dernière. Ouais. Ah. On va enchaîner avec d'autres images de cette rencontre. En effet, pour relayer ce que disait Comlan, c'est vrai que très souvent, il faut provoquer sur les coups de pied arrêtés les situations de but lorsqu'on est joueur. Et c'est vrai que là, la défense dijonnaise a été prise à défaut. Alors là, le coach disait qu'il aurait bien vu un pénalty. Les images prouvent que pour une fois, lors de cette rencontre, ça a été plutôt bien arbitré. Il n'y avait pas... On voit bien que le compte sort pour repousser ce ballon. C'était à l'heure de jeu, c'était une occasion pour Riyad Nouri. Et puis ensuite,
est venue l'égalisation dijonnaise à la 76e minute. Alors là, Patrick, on va expliquer. On regarde, là c'est Cordoval qui essaie de transmettre un ballon latéral le long de la ligne de touche. La balle sort. En théorie, on pense qu'elle est pour les Nîmois, sauf qu'en théorie, la balle aurait été donnée aux Nîmois. Ouais, mais par contre, on n'a pas été attentif. Le problème, ça joue très très vite. Ça décale sur le côté droit. Et là, il fait un contrôle orienté. Et puis il va servir le joueur qui est entre deux, qui se retrouve tout seul. Il a le temps de contrôler, de frapper, d'armer. En plus, il cadre. Et problème de marquage là quand même. Hein. C'est-à-dire que la défense est un peu surprise aussi. Hein. Mais parce qu'on n'est pas attentif, parce que le ballon doit nous revenir. On est persuadé de récupérer le ballon. Oui. Et lorsqu'on s'aperçoit que c'est eux qui le récupèrent, on n'est pas en place. Donc forcément, il y a un décalage qui est fait et eux, ils le font merveille, quoi. Décalage, je peux vous dire que derrière le banc de touche, Victor Zvenka levait les bras au ciel. Il ne comprenait pas qu'on ait pu arbitrer de la sorte. Regardez bien derrière le banc de touche. Alors là, vous allez voir, il va aller de la droite vers la gauche en levant les bras au ciel. Il est comme un fou, Victor Zvenka, comme un lion en cage, serais-je tenté de dire, de voir que justement, finalement, c'est un coup franc qui est rapidement joué par les Dijonnais, d'ailleurs très intelligemment joué. Ah oui. Et c'est Baradji qui crucifie ici Cyril Merville avec cette égalisation qui, à un quart d'heure de la fin du match, c'est vrai, a fait beaucoup de mal, mais ce qui a fait peut-être le plus de mal, on le disait, c'était dans le temps additionnel de cette seconde période, c'est cette balle. Alors en plus, on va voir, Ryan Nouri fait le geste parfait pour effacer à la fois le vis-à-vis et le gardien. Il y a un petit coup de patte, on va le voir, qui est assez remarquable. Vous allez voir comment la défense nîmoise va ressortir ce ballon. Et c'est vrai que ce n'était pas la première fois que le Comte jouait avancé. Ouais, c'est... 2-3 fois déjà, le Comte avait eu tendance à se montrer un petit peu. Regardez le petit coup de patte astucieux là, pour se défaire un coup de chape du foulard. Mais après, c'est vrai qu'il voit le défenseur revenir, il se précipite. Et c'est vrai que c'est l'intérieur du pied qui n'est pas bien positionné. Il s'appliquait, mais bon, c'est lui le premier dépité. Et c'est vrai que ça fait mal, bon, c'est comme ça, hein, quand ça ne veut pas... Regardez le ballon. Le problème, c'est que le ballon rebondit encore quand il frappe. Il n'est pas encore... C'est des occasions. On dit parfois, Maury, que les ballons les plus faciles peuvent être parfois aussi les plus difficiles. Et malheureusement, ça a été le cas pour Ryan. Oui, pour moi, je pense Ryan, c'est quelqu'un que je connais. Il a marqué les buts difficiles plus ça. Mais pour moi, je pense, comme il est difficile de garder avec les derniers défenseurs, je pense que dans la tête, il est déjà marqué les buts. Mais il faut qu'il attende le ballon, il est en filé. Enfin, avant, mais pour moi, c'est normal. Les gestes qu'il fait, c'est normal. C'est normal comme ça. Mais après, c'est dommage, ça arrive. Parce que ça fait 3 semaines maintenant, ça arrive avec moi. Je sais comment ça se passe. Je pense parce que peut-être il y a les supporters peut-être qu'il fait exprès ou choses comme ça. Là, non, parce que nous tous, on a besoin parce qu'aujourd'hui, là, on est dans les difficiles, mais tout le monde, même à l'entraînement, tout le monde en parle pour dire qu'il faut qu'on sorte, parce que c'est à nous, parce que même comme ils sont recrutés les nouveaux joueurs, aujourd'hui, là, c'est à peu près nous, les joueurs, ils jouent toute l'année passée, on est toujours là. C'est à cause de ça, pour moi, il faut qu'on continue pour travailler, pour qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin de saison. Se donner justement les moyens de sortir de cette période défavorable. Juste clarifier un truc, c'est vrai, moi aussi j'ai entendu souvent ça. Un joueur de foot, il ne fait pas exprès de rater un but. Il n'a aucun intérêt, déjà personnellement, parce que de marquer, ça fait toujours plaisir. On n'a jamais intérêt à rater un but. Quand j'entends dire qu'il a fait exprès de rater son but parce qu'il veut faire dégager son gars, c'est n'importe quoi. On rappelle qu'il a eu une journée compliquée où... C'est n'importe quoi. Un joueur de ballon, il ne rate pas un but facile pour emmerder le monde. Non. Il a raté parce que, comme l'a dit Woubi, pour lui, il était tellement facile ce ballon qu'il était au fond déjà. Mais ça nous est tous arrivé de rater. On a levé les bras presque avant d'avoir marqué. Et malheureusement, le soir se met au milieu et vous ratez. Après, il ne faut pas y jeter la pierre. Rappelons quand même, il marque la dernière fois contre Istres, je crois. Enfin, il nous sort 2 buts ces derniers temps et c'est un des rares à être. Voilà, donc il ne faut pas non plus l'enfoncer. S'il a raté quelque chose, il s'en veut lui le premier. Il a raté quelque chose d'immanquable, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'il relève la tête. Mais bon, c'est tout, il n'a pas fait exprès, il faut arrêter de dire ça. Essayer d'inverser la tendance. Je vous propose d'écouter la réaction du coach dijonnais, Olivier Dalloglio. On a eu très peu d'occasions, sur notamment une première mi-temps, j'allais dire, sans grande saveur, avec quand même de la solidité, sauf effectivement sur le but. Mais après, on a essayé de conserver le ballon, mais beaucoup trop d'erreurs techniques. Manque de mouvement, manque de profondeur, effectivement, donc on ne pouvait pas inquiéter grand monde là, sur la première mi-temps.
Ça a été un petit peu mieux sur la deuxième, mais bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Il faut qu'on soit acculé un petit peu et qu'on soit obligé de sortir pour faire des choses beaucoup plus intéressantes, notamment au niveau offensif. Je pense qu'on a été assez solide. Voilà, on n'a pas non plus concédé énormément d'occasions, quoi. Voilà, si parfois on est effectivement un petit peu naïf, comme à l'image à la fin, hein, mais bon, sinon on propose quand même un bloc défensif qui est assez solide. Ce que je regrette, c'est au niveau offensif. Quand nous on a le ballon, il manque de mouvement, il manque de spontanéité, il manque de vivacité en fait, et de technique. Ça prend pas, c'est comme ça. Olivier Dalloglio, plutôt lucide quant à la prestation de son équipe. Et puis la tête des mauvais soirs pour le coach nîmois, Victor Zwenka, abattu par ce match nul. Début de deuxième mi-temps, on a fait une grosse reprise avec 2 belles occasions. On a naturellement été maladroit. Bon, puis naturellement, il y a cette 92e où bon, le but est vide, il n'y a plus personne, on a éliminé tout le monde, il n'y a plus qu'à mettre le ballon dans le but. Il n'y a plus qu'à, c'est bien ce que je dis, parce que bon, il ne l'a pas mis. Bon, aujourd'hui, je vais pas lui tirer dessus, parce que bon, je veux dire, j'ai même pas de mots à dire. Mais bon, je pense qu'aussi on a eu un arbitrage d'une catastrophe incroyable. D'abord au centre, parce que d'abord il y a un pénalty qui ne siffle pas sur Riyad. Puis ensuite sur le but que l'on prend, parce que bon, le ballon il sort en touche, l'arbitre de touche là-bas, il lève le drapeau, donc eux ils jouent coup franc, et sur le coup franc on prend le but. Donc moi je dis que c'est lamentable de se retrouver dans cette situation-là. Mais bon, aujourd'hui, avec le match que l'on a fait, moi d'abord, pour mes joueurs, je suis énormément déçu. Mais ensuite, c'est surtout dans la qualité du match que l'on a fait, parce que bon, on a été présent pendant 92 minutes. On a essayé d'être efficace dans le jeu, dans la récupération de la balle. En face, l'adversaire, zéro occasion. Et ils viennent chercher quand même un match nul. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on voit une équipe qui est en tête et une autre équipe qui est derrière. Je pense que bon, on a galéré, on n'a pas été récompensé. Et pour être très complet quant à cette séance, ce point presse, Victor Zwenka, certainement agacé par un papier le matin même dans l'équipe et puis déçu par le match nul, a eu quelques paroles malheureuses à l'égard de notre confrère de France Bleu, Garloser. Il s'est confié d'ailleurs auprès de lui hier soir sur la radio concernée. Il n'en a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, il a appelé pour présenter ses excuses pour les propos tenus. Propos condamnés par la présidence du club, mais pour lequel Victor Zwenka a tenu bien évidemment à présenter des excuses pour toutes les personnes qui avaient été blessées par ces propos. Et je pense qu'un geste très spécial sera fait à l'occasion en faveur d'une association, histoire d'enterrer définitivement ce qui n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les résultats de cette 16e journée de Ligue 2, avec Arles tenu en échec par le CA Bastia. Match nul également entre Caen et Angers, entre Nîmes et Dijon. Et puis des victoires, Châteauroux face à Istres, Clermont face à Brest. Le Havre devant Créteil, victoire à l'extérieur surprise de Laval sur la pelouse des Chamois Niortais, 2 tours à 3. Et puis Nancy qui bat Lens et Metz hier soir très largement qui s'impose face à Auxerre au classement. On le voit, Metz assoit un petit peu plus encore sa position de leader avec 7 points d'avance sur Angers, Lens. Et puis on voit ensuite Tours, Nancy, puis surtout le Nîmes Olympique qui est 18e avec 14 points. Il faudrait faire un joli résultat dans 15 jours du côté de Brest. Ce sera au programme de la 17e journée de Ligue 2. Déplacement à Brest le vendredi 13 décembre, puisque cette semaine, week-end de Coupe de France oblige, le Nîmes Olympique se déplacera pour une rencontre amicale le vendredi soir. Ce sera du côté du Pontet où on retrouvera notamment un ancien croco, Sébastien Piocel. On va observer une courte pause dans cette émission Coco Hebdo et puis on se retrouve avec nos invités pour la seconde partie et les prolongations de celle-ci. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, les prolongations avec nos invités de ce soir, Komlan Ameou et Morita Laola Ogunbi, présents pour évoquer notamment un petit peu de football africain. On aura quelques images à leur proposer dans ces prolongations. Et puis pour Olivier, qui déjà avouait avoir quelques doutes quant à l'identité du Croco Mystère,
On va changer de jeu, Olivier, puisque les joueurs historiques du Nîmes Olympique, c'est trop difficile. On va faire un quiz sur les animaux. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On va lancer quelques images. Quels sont ces animaux, Olivier? C'est quoi? Ça, c'est écureuil. Ouais, il y a un écureuil et puis il y a quoi? Ah, d'accord, les éperviers. Oh, bravo. On applaudit Olivier Martinez. Un épervier et un écureuil. Alors, épervier du Togo, non, c'est pas ça? Eh ben, la réponse en image. Et les écureuils, voilà, parce que ça fait partie peut-être des animaux qu'on croise aussi, sur un grand continent de football qui est le continent africain. On va voir la réponse en image justement sur bien, ce que représentent ces animaux. C'est en effet l'épervier de l'équipe nationale du Togo. Ouais. Et puis les écureuils du Bénin qui concernent au premier chef nos invités de ce soir, à savoir Komlan Ameou et Moritala Ogunbi. Voilà, les éperviers. On voit ici l'épervier qui est présent sur le maillot du Togo. Et puis concernant le Bénin pour les écureuils. D'ailleurs, tiens, petit quiz sur les animaux. Les lions, c'est pour quelle équipe? Cameroun. Et Lion de l'Atlas, Maroc. Ah, non, c'est pas ça. Ah. C'est les lions de l'Atlas, mais il y a un autre pays normal pour les lions. Alors, Lion indomptable, Lion de l'Atlas et... Alors, le Cameroun et le Sénégal. Les éléphants. Ouais, mais Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Les aigles. Ouais. Vous pouvez jouer aussi, les aigles. Les aigles, c'est pas l'Angola, c'est les aigles... Le Mali. Ah, le Mali, ouais. Bon, les lions de l'Atlas, vous l'avez dit, c'est le Maroc. Tiens, les aigles de Carthage. On reste sur les oiseaux. Les aigles de Carthage. C'est plutôt vers le nord. Tunisie. Tunisie, ah ouais. Les panthères. Les panthères. Les panthères du Gabon. Gabon. Plus dur, les requins bleus. Ah, ça, c'est le Cap Corps. Le Cap Vert. Le Cap Vert. Les léopards. Léopards, ça doit être. C'est Congo. Ah, vous connaissez parce que les léopards, vous les avez rencontrés pour la Coupe du Monde, je pense. C'est le Congo, non? Oui, exactement, c'est le Congo. Et puis, allez, un dernier, les antilopes noires. C'est pas Angola? Exactement, c'est l'Angola. On voit, bravo, il est quand même. Il est jeune, quand même. Il est affûté quand même sur les animaux des équipes d'Afrique. En tout cas, c'est plutôt joli. Tiens, on va regarder, on va revenir aux joueurs du Nîmes Olympique, au temps de jeu avec les 5 joueurs les plus employés par Victor Zvenka depuis le début de la saison. Pierre Boubi qui prend la tête. Toujours devant Bosch, Merville, Riyad Nouri et Jean-Alain Fanchon, 23 joueurs utilisés depuis le début de cette saison du fait de l'arrivée de Abdelhakim Omrani. Côté buteur, Samir Benmeziane est toujours premier avec 5 réalisations victorieuses. Mouri, vous êtes 4e avec un but qu'on aura le plaisir de revoir. Et puis meilleur passeur, alors là c'est un petit peu la marque de fabrique. Et on va enchaîner d'ailleurs avec donc 4 passes décisives, mais on peut se souvenir de l'épisode national avec quelques réalisations victorieuses de Mouri justement en Ligue 2. Alors on a fait un petit montage de vos réalisations, que ce soit l'an passé, ces 5 buts, qu'on va revoir en image, et puis également de ce but que vous aviez marqué en tout début d'année, en tout début de saison, pardon, c'était face à Troyes, lors de la phase estivale du championnat. Alors là c'était une jolie réalisation contre Arles. Ouais, bon. Le contrôle. On sent, et lorsqu'on a remonté les buts, Maurice, c'est qu'il y a une grande connaissance et beaucoup de complicité à l'époque avec Nicolas Bénézé, avec Sédou Koné, qu'il y avait des automatismes qui faisaient que vous marquiez vraiment très souvent. Oui, pour moi, je pense, par exemple, comme l'année passée, Nico avec Koné, c'est quelqu'un, je suis bien avec eux à l'entraînement, on rigolait ensemble. Tout le temps, on est ensemble, même avant le match, on parlait, on discutait comment ça va se passer, il faut déplacer comme ça. Je pense avec les mouvements, je pense que ça marche. On voit ici un autre but face à la Berrichonne de Châteauroux. Là, le service est signé Vincent Granic, ouais, c'est Granic, ça. Qui est sur le côté droit, et la reprise. But d'avant-centre. Voilà. Ouais, intérieur. Et puis voilà, contre 3, c'était le 16 août dernier. Ça fait partie des belles réalisations. Vous allez voir, il y a eu d'autres jolies réalisations, notamment lorsqu'on se souvient de la saison de National. On voit ici le petit contrôle. Et puis la balle qui va se loger dans le petit filet du gardien troyen. On va enchaîner avec un autre montage qui va nous rappeler la saison où vous êtes arrivé. Ça, c'est votre premier but.
avec le Nîmes Olympique. Alors c'est lors d'une première journée qui n'avait pas été favorable à l'équipe à l'époque coachée par Thierry Froger. Le tir est de Wilfried Nifleur. Vous êtes là pour reprendre la balle un petit peu en renard des surfaces. Parce que lors de cette période, on s'est rendu compte que, c'est vrai Olivier, on peut le dire que Maury était vraiment un joueur non seulement de couloir, mais peut-être que votre positionnement, là où vous étiez le plus à l'aise, c'est derrière l'avant-centre en dessous des lignes. Oui, pour moi, je pense que je suis plus à l'aise parce que je suis un peu plus toucher beaucoup de ballons. Parce que comme c'est à côté, c'est pas facile pour moi. Je touche plus de ballons. Après, je viens pour faire mon attaquant plaisir, pour donner des passes D. Mais par contre, même avec le coach à Guingamp, à l'époque, je joue numéro 10, tout le match est tiré, mais à domicile, je joue à côté. Je pense que comme il est venu ici, il fait pareil. Parfois, il joue à côté, mais je suis trop à l'aise derrière les attaquants. Mais là, on a vu qu'il y a le match à Lens aussi, où on doit gagner ce match. Je pense que le tournant après où on est tombé dans notre spirale de défaite, c'est suite à ce match-là où on doit gagner 1000 fois, on fait une grande performance et on ne gagne pas le match. Cette saison, Olivier, lorsqu'on revoit les buts de Maury en national avec le Nîmes Olympique, alors là c'était un doublé contre Créteil. Alors ça avait été une sale soirée parce que ce soir-là, rappelez-vous, on perd les deux milieux défensifs, à savoir Emmanuel Corrèze sur blessure au genou, grave blessure au genou. Et fracture du péroné de Abdelmalik Sissane. Ça avait été vraiment une sale soirée. En revanche, c'est la saison où c'est vrai, on voyait vraiment beaucoup de diversité dans la façon de marquer les buts. On avait vu de très très beaux buts marqués au Costières. Et je peux vous dire là, après celui de Fréjus, il y a un but de Maury avec une jolie chorégraphie avec Nicolas Bénézé. Je crois que c'est contre Épinal. C'est peut-être, vous allez nous dire, Maurice, si pour vous c'est votre plus beau but que vous ayez marqué avec Nîmes, vous allez le voir, c'est une reprise. Voilà, c'est ce but-là, vous allez voir, ça part de la défense nîmoise, ça se construit, vous allez voir, ça va se construire en plusieurs fois parce que la défense adverse va repousser dans un premier temps le ballon, ça en tout cas c'était dans notre top but, vous voyez, en charnière on repousse de la tête et vous allez voir, le ballon va être remisé de façon idéale, regardez, contrôle. Et on va chercher la lucarne. Est-ce que pour vous, c'est peut-être votre plus beau but avec le Nîmes Olympique, celui-là? Je pense que c'est... Non. Je pense que c'est le plus de buts pour moi dans Nîmes Olympique. Je pense qu'il y a un autre but. Je me rappelle, je pense pas, mais je pense que c'est pas ça. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux, oui. En tout cas, il est plutôt appréciable. On le voit sur le petit contrôle, l'amorti de la poitrine, et ça va se loger hors de portée du gardien adverse. Ça avait fait partie, on va dire, des matchs références qui avaient permis d'une part à Nîmes de se replacer dans le trio de tête de National, et puis ensuite, on le sait, d'obtenir en dernier lieu le titre de champion de France de National. Beaucoup de diversité lors de cet exercice 2011-2012. En ce qui vous concerne, comme l'un de cette saison, on vous a vu quelques fois à l'œuvre, notamment plutôt sur des coups de patte, des coups de pied. On va regarder ça, c'était face à Châteauroux. Les coups francs, c'est lorsque vous êtes arrivé à Nîmes, à l'été 2010, c'était vraiment votre spécialité. Ça, c'est face à Châteauroux, le coup franc. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment quelque chose que vous aimez? Ouais, j'aime tirer les coups de pied arrêtés, mais vu que j'ai pas trop la chance de tirer l'année dernière, même jusqu'à cette année, je peux rien dire parce que après tout c'est la décision de l'entraîneur et tout. Mais il sait que je peux tirer, donc des fois même le statique sur le tableau, tout le temps il me choisit. Mais c'est juste que je n'ai pas le temps pour tirer tout le temps parce qu'il y a Boubi aussi sur le terrain. Donc des fois s'il peut pas tirer, il me dit comme là tu peux aller. Par exemple l'autre fois, quand j'avais tiré et puis ça a touché le poteau, c'est Boubi qui m'avait laissé tirer parce qu'il m'avait dit que voilà, il est un peu cul, donc il faut que j'aille tirer. Donc voilà, j'ai tiré. Heureusement que bon, c'est pas rentré, mais j'espère qu'un jour ça va rentrer. Ça rentrera, exactement. Voilà. On va voir d'autres phases de jeu qui vous concernent, comme l'âne, cette fois-ci avec l'équipe nationale du Togo. Alors là, on va découvrir une autre facette de Comlan, c'est la facette quand même aussi en termes de gestes défensifs, et on va le voir, c'est la manière avec laquelle, là je crois que c'est face à l'Algérie, si je me souviens bien. Ouais, c'est face à l'Algérie, ouais.
Ah, mais c'est juste que le match là, c'est un match décisif. Même au moment où ils ont fait le tirage et tout, même les joueurs et mes coéquipiers se moquaient de moi ici. Ils se disent que voilà, contre l'Algérie, on va prendre 2-0 et tout. Mais après, moi, je les ai dit, mais les matchs de la Coupe d'Afrique et tout, et ça c'est autre chose. Même il n'y a aucune équipe qui est supérieure à l'autre. Donc on va essayer de les montrer de quoi nous sommes capables. Et là, voilà, ça s'est passé. Et puis, vous avez gagné. Ouais, on avait gagné 2-0 et voilà. Alors, vous parliez de vos tirs, des coups de pied arrêtés. On va voir qu'avec le Togo, eh bien, vous êtes aussi tireur de pénalty. Et là, je crois que c'est contre le Ghana, me semble-t-il. Vous allez marquer un pénalty contre le Ghana. C'était à Anvers. Là, par contre, ça avait été une soirée difficile pour l'équipe du Togo avec une défaite à 4-1, je crois. Ouais, mais on avait eu une défaite, mais c'est juste qu'il n'y a pas la majorité des joueurs qui sont là. Mais on avait fait avec. Mais juste que même le match là, on avait essayé de faire le maximum, mais ça n'a pas passé. Mais on peut dire que c'est le foot. Ça arrive des fois et voilà. Et ça arrive aussi pour le gardien du Cameroun de se trouver sur ce coup franc. Un peu, mais ça arrive. On le voit, le coup franc victorieux de Komlan. Améou, tiens, Komlan, on a parlé de vos habitudes, c'est vrai, avec cette équipe nationale du Togo. Quart de finaliste, vous avez été sorti par le Burkina Faso. Est-ce que dans le vestiaire, vous avez des habitudes? Vous aimez par exemple mettre un petit peu je sais pas, de la musique ou des choses comme ça? Oui. Mais c'est juste que on ne pensait pas qu'on allait arriver jusqu'au quart de finale. Ouais. Mais c'est juste la confiance que nous, on a dans notre cœur. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on est arrivé de là. Vu que le moment où ils ont fait le groupe, tout le monde, ils font que parler de nous. Le Togo, ils vont être dernier et tout. Mais il y a un effet des bailleurs aussi. Ah oui. Mais vu que le premier match, on a su maîtriser la Côte d'Ivoire. C'est à la dernière minute qu'ils ont marqué le deuxième but. Donc après, on a eu la confiance et même en deuxième match contre l'Algérie, on se dit écoute, on doit gagner ce match-là et puis on l'a fait. Et troisième match, on a fait un match, même l'arbitre, ils veulent qu'on nous élimine, mais avec la chance de Dieu et tout, et on s'est qualifié pour le quart de finale et après on était éliminé par le Burkina. Voilà. Je reviens, je vous parlais de musique, c'est parce qu'il y a un ancien partenaire de jeu qui a une question à vous poser. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit de Habib Jean Baldé. Écoutez bien. Komlan, comme tu es mon voisin de vestiaire, je voulais savoir quand est-ce que tu comptais renouveler tes musiques, parce que je commence à en avoir un peu marre d'entendre les mêmes tous les matins. Voilà. Alors Habib Baldé n'est plus à Nîmes, mais est-ce que vous avez un peu renouvelé les musiques dans le vestiaire? Ben oui, moi je sais que le moment là c'est un peu dur pour moi, mais moi je lâche rien tout le temps et je suis comme je suis à l'entraînement, même dans le vestiaire et tout, même si vous demandez à certains joueurs, ils vont vous le dire. Moi je sais que je suis un bon joueur, mais si aujourd'hui je ne joue pas, ce n'est pas la fin du monde. Même là, il y a des années que j'avais eu des difficultés ici. Après tout, le coach m'avait donné la confiance et tout. L'année dernière, j'avais fait des bons matchs et tout jusqu'à partir à la CAN. Et aujourd'hui, si je ne joue pas, personne ne peut jamais me dire que voilà, Komlan, il est un mauvais joueur. Mais c'est juste la confiance et tout. Mais je sais qu'un jour, ça va arriver. On vous le souhaite. En tout cas, petit et dernier clin d'œil, c'est un ancien joueur du Nîmes Olympique qu'un jour vous avez un petit peu maltraité. Je vous propose de regarder cette séquence interview bêtisier avec Sédou Koné. Ce déplacement, il va falloir qu'on soit concentré, on soit... oh mais putain, laisse-moi. Mais casse-toi. Voilà, ce déplacement, il va falloir qu'on soit concentré C'est lui, mec. Laissez-le tranquille. Putain. Lâchez-moi, les gars. Mais... Faut pas me déranger après, avoir la photo. Hein. Oui. Mais casse-toi. Je peux pas. Casse-toi. Je peux pas. Non, je veux pas. Bon. Mais pourquoi vous les noirs là, vous êtes comme ça même? Hein? Mais tu vois pas? Mais les noirs là, cassez-vous les noirs là. Allez noirs, ok. Arrêtez, bon oui. On va recommencer. Ouais. Bon, la question c'était...
Voilà ce qui se passe parfois sur le parking de la Bastide lorsqu'on a envie de poser quelques questions. Il y avait de la camaraderie, une bonne ambiance, hein, c'est vrai, avec Sédou. Bah oui, moi je suis quelqu'un qui reste pas tranquille, même si c'est dur, je suis content tout le temps. Donc les joueurs ils le savent, même Boubi et Pierre, Boubi Bosch, tout le temps je les fais que saouler dans le vestiaire, ils disent mais comme là il était fou quoi. Mais moi je lui dis mais même si je joue pas, c'est pas que je vais me prendre la tête parce que au moment où tu te prends la tête, et tu vas pas être bien sur le terrain. Parce que si au moins tu es bien sur le terrain et que c'est le coach qui prend sa décision, il va te faire jouer ou pas, au moins c'est bon. Les joueurs au moins ils vont parler bien de toi. Mais si tu te prends la tête, que parce que le coach il ne te fait pas jouer, et voilà, et tu t'entraînes pas bien, et là il va profiter. Mais au moins tu fais ce que tu peux faire sur le terrain. Après tout c'est lui qui prend sa décision. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est important qu'à des moments on ne joue pas, de ne pas perdre le moral et tout. Je vois mais pour Ogunbi qui a fait des matchs exceptionnels, un Soma il est un peu au creux de la vague, ça fait partie du football, il faut savoir s'accrocher, prendre sur soi, et je crois que c'est une bonne chose de réagir comme ça. Une thérapie. Et une thérapie, et comme je dis souvent, il y a un temps qui trempe et un temps qui détrempe. Samedi matin, journée Téléthon spéciale à Jambouin. Oui, à Jambouin, de 9h à 18h, un match sur des moitiés de terrain, 2 fois 25 minutes, avec les amis de Christophe qui monteront une équipe. On a mis aussi la Bombonera qui va marquer, puis il y aura aussi les journalistes et les filles du HBCN qui vont jouer à 13h. Donc venez nombreux pour le Téléthon. Il a porté le maillot de l'équipe nationale d'Algérie une cinquantaine de fois, mais il n'a pas fait partie du groupe des 22 pour le mondial en Espagne en 82. Milieu de terrain offensif, il a été formé à Constantine. C'est l'image de notre croco. Avant de parfaire son apprentissage à Nîmes et Uzès, la réponse est Rabagamou. Ramagamou, joueur algérien qui a porté le maillot croco de 77 à 1982. 128 matchs avec le Nîmes Olympique et quelques 17 buts. Il a terminé sa carrière en France du côté de Grenoble et puis de Guingamp. Voilà Ramagamou, le croco. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bon match du côté du Pontet vendredi. Merci messieurs, merci à vous. Rendez-vous est pris mardi prochain pour un nouveau Croco Hebdo et allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.